Les amis, je vais pas vous mentir, ça fait 5 fois que je redémarre l'introduction de cette vidéo YouTube. Ça fait en réalité la 5e fois du 3e jour que j'essaie de la tourner. Je pense que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de face caméra sur ma chaîne YouTube que j'ai oublié comment ça marchait. Franchement, si on remonte ma chaîne, ça fait je crois 10 mois, peut-être quasiment 1 an que j'ai pas fait un blabla comme ça avec vous, posé tranquillement. Et encore, je dis posé, mais histoire d'être actif puisque ça y est, la dame a 30 ans. Je suis debout les amis pendant ce tournage. On continue à être actif, j'ai envie de vous dire, histoire de bien vieillir puisque le sport qu'on fait à 30 ans, c'est notre corps de 60 balais qui nous remerciera ma foi. Vous l'aurez compris les amis, cette vidéo YouTube traite du passage de la vingtaine à la trentaine puisque nous sommes le 4 mars au moment où je tourne cette vidéo. Ça fait tout pile 1 mois que j'ai fêté mes 30 ans et ça y est, je suis direction les pattes. En dehors des cheveux blancs qui sont apparus sur ma tête depuis que j'ai l'âge de 8 ans, les amis, donc c'est pas comme si les cheveux blancs c'était quelque chose de nouveau pour moi, même si j'avoue j'en ai plus qu'avant. En réalité, le passage à la trentaine, c'est beaucoup plus que ça et je me suis dit pourquoi pas l'aborder sur une vidéo hyper simple, hyper à l'ancienne, j'ai envie de vous dire, où je vous ai posé une question sur Instagram. En fait, je vous ai même plutôt demandé de me poser toutes vos questions en rapport avec la trentaine pour que je ne divague pas trop si possible puisque vous connaissez ma capacité à partir très loin dans les explications. Vous avez été hyper, mais alors hyper nombreux. Je pense que je m'attendais pas à autant de questions à répondre à cette story et je me suis dit que j'allais regrouper un petit peu vos questions par grande thématique puisque forcément il y a des sujets qui sont énormément revenus sur lesquels moi j'ai pas mal eu le temps d'avoir des réflexions et je me suis dit que ça allait être très sympa d'en parler avec vous. Première question, une question qui va nous permettre de rentrer tout de suite dans le vif du sujet les amis. Juju, est-ce que tu as fait une crise de la trentaine? Je sais pas pourquoi, à partir du moment où on arrive près de la trentaine, on dirait qu'il y a des crises à toutes les dizaines qui nous attendent, puisque j'ai pas souvenir qu'à la vingtaine, on nous parlait d'une crise. Je pense que la vingtaine, c'était plutôt la libération et le champ des possibles qui s'offre à nous. C'est ce que je vous souhaite s'il y a des personnes qui s'approchent de la vingtaine ou qui viennent de la fêter, puisque moi à l'époque c'est comme ça que je l'avais ressenti. Mais c'est vrai qu'à partir de la trentaine, on entend la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Je crois même avoir récemment entendu parler de la crise de la soixantaine. Et je pense que c'est pas mal propre au fait qu'il s'est passé 10 ans. Et en général, les dizaines, c'est quand même des caps dans la vie. Et on a tendance à faire des bilans. Je pense que c'est assez instinctif, c'est assez humain. Donc pour vous répondre, oui, j'ai fait une crise de la trentaine, mais je ne l'ai absolument pas faite à la trentaine. C'est-à-dire que c'est très perturbant parce que j'étais persuadée que le jour de mes 30 ans, ça allait être un jour hyper compliqué. J'étais persuadée que le jour de mes 30 ans, j'allais être en boule sur mon canapé, dans un plaid ou dans un pyjama pilou, que j'allais être en PLS toute la journée en mode bouillotte, petit film sur Netflix, pourquoi pas on se fait une petite glace ou un petit chocolat chaud, le combo des deux les amis, ça marche très bien, ne me jugez pas. Et vraiment, je pensais que j'allais passer la journée à déprimer, à pleurer, pourquoi pas, à avoir besoin des câlins de mon chéri toute la journée pour, on va dire, accepter cette trentaine qui m'arrivait droit dessus. Finalement, j'avais pas tellement le choix. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Moi, ma crise de la trentaine, je l'ai fait en amont de mes 30 ans. Et c'est là que il faut vraiment être préparé à ça, puisque la crise de la trentaine n'arrive pas comme je l'avais dans mon imaginaire, et peut-être que certains d'entre vous l'ont dans le leur. Pile aux 30 ans, pas du tout. La crise de la trentaine, c'est quelque chose d'un petit peu imprévu, et je pense que s'il y en a qui peuvent témoigner d'ailleurs, qui l'ont peut-être vécu ou qui vivent d'autres crises, quarantaine, cinquantaine, peut-être que c'est pareil aussi pour vous. En fait, moi, ma crise de la trentaine, elle est arrivée sur la fin de mes 28 ans et le début de mes 29 ans, et ça a été, je vais pas vous cacher, extrêmement compliqué. Je rentre pas forcément dans les détails en tant que tel parce que vous le savez, quand j'aborde des sujets un peu personnels comme ça, mon but c'est pas de rentrer dans les détails dans le sens où j'ai suffisamment de proches autour de moi et j'ai un entourage suffisamment solide pour rentrer dans les détails avec eux. Je pense qu'avec le métier qu'on exerce, c'est important de garder un minimum de vie privée. Et surtout, je pense que vous avez tous des moments dans votre quotidien où c'est compliqué et pour autant vous ne l'étalez pas. Donc moi, mon but c'est pas forcément de vous dire pourquoi ça a été compliqué, mais plutôt de vous dire un petit peu comment j'ai géré ça, ou en tout cas essayer de gérer ça, et vous expliquer surtout que ça passe. C'est-à-dire que moi vraiment la crise de la trentaine, je l'ai vécue comme une énorme crise identitaire, pour être tout à fait honnête. Je pense que c'est aussi en lien avec mon métier et des choses que je traite avec les différents professionnels de santé qui me suivent, puisque vous le savez, j'ai zéro tabou là-dessus. J'ai la chance
chance d'avoir un entourage qui n'en a pas non plus. Donc parfois je me fais suivre par une sophrologue, parfois par une kinésiologue, etc. Et je traite ça avec ces personnes. Et comme je vous disais, je pense que ma crise de la trentaine, elle a été déclenchée par quelque chose qui était en lien avec mon travail. Enfin, c'est même pas je pense, en fait, c'est avec tout le suivi que j'ai eu pendant cette période, je le sais. Ça a été déclenché par quelque chose en lien avec mon travail. Donc ça peut être vraiment des déclencheurs différents. Je pense la crise de la trentaine, hein, il y en a, ça va être des éléments très personnels, d'autres plutôt professionnels, d'autres peut-être même encore autre chose, je sais pas. En tout cas, moi, c'était vraiment déclenché par quelque chose de pro et ça a déclenché en moi tout un tas d'interrogations, tout un tas de remises en question et vraiment, mais je suis partie dans tous les sens. C'est-à-dire que en partant de ce truc en lien avec le travail, j'ai balayé un champ des possibles et un nombre de sujets et de thématiques et c'était pas prévu et vraiment, je me souviens m'être posé toutes les questions du monde et pourtant, j'insiste aussi là-dessus parce que je pense que c'est important de le dire dès maintenant. Je fais pas cette vidéo pour me plaindre du tout, c'est vraiment pour aborder les thématiques que vous m'avez demandé d'aborder avec vous et j'ai vraiment conscience aujourd'hui du fait que je suis quelqu'un qui suis dans un milieu actuellement grâce à mon métier privilégié. Donc il y a tout un tas de questions que je n'ai pas besoin de me poser. J'ai cette chance-là et j'en suis totalement consciente. Donc j'ai pas du tout envie de faire partie de ces youtubeurs qui commencent à se plaindre du fait que notre travail est compliqué, etc. Bien sûr qu'il y a des aspects qui sont difficiles, mais en fait, quel métier n'a pas d'aspect difficile? Comme tout métier, on peut faire des burn-out, comme tout métier, on a des moments qui sont plus difficiles encore une fois, mais j'ai quand même conscience qu'il y a des choses qui ne m'affecte pas aujourd'hui et j'ai aussi conscience que je ne suis pas issue d'une minorité. Disons que la seule chose qui pourrait être un frein dans ma vie et qui pourrait m'atteindre et faire que j'ai des combats à mener, c'est ma condition de femme. En fait, je suis une femme, mais en dehors de ça, je ne vis pas les difficultés que certaines minorités vivent, qui sont du coup bien plus compliquées à vivre que moi. Donc je sais qu'il y a tout un tas d'aspects sur lesquels j'ai absolument pas de questions à me poser. J'ai cette chance. En revanche, ça n'empêche que, comme tous les êtres humains, on a beau avoir des choses qui se passent très bien dans nos vies. Pour autant, on peut être sujet à d'autres choses. J'ai d'autres, on va dire, soucis qui peuvent m'atteindre dans mon quotidien, à savoir notamment ma santé. Il y a un vrai sujet dont je parle jamais extrêmement en profondeur avec vous, mais qui fait partie, voilà, des choses qui peuvent être, on va dire, compliquées à gérer, même si je le dédramatise beaucoup et qu'il faudrait peut-être que par moment je le prenne un peu plus au sérieux. Bref, tout ça pour vous dire que qu'importe, je pense, les conditions de vie qui nous entourent ou dans lesquelles on évolue, dans lesquelles parfois on grandit ou pas, etc. Je pense que de toute façon, l'être humain de façon générale passe par des caps, par des crises et t'as beau avoir plein de trucs qui se passent bien, plein de trucs que tu as toujours voulu avoir et que tu es trop content d'avoir réalisé, pour autant tu vas quand même remettre en question d'autres choses. C'est humain, l'humain est comme ça et l'humain se focalise beaucoup plus sur ce qui n'est pas arrivé, sur ce qu'il aurait voulu, sur les choses où il a renoncé, peut-être on peut le dire comme ça, plutôt que sur ce qui se passe vraiment dans sa vie, ce qui est positif, ce qu'il a accompli, etc. L'être humain est comme ça, qu'importe le milieu social, qu'importe le niveau de vie, qu'importe ce qui lui arrive, son environnement, son entourage, etc. On est comme ça. L'exemple le plus simple à prendre, c'est typiquement moi j'ai les cheveux bouclés, quand j'étais petite je voulais les cheveux lisses. Et quand je m'adressais à des copines qui avaient les cheveux lisses, elles voulaient les cheveux bouclés. Donc c'est pour vous dire en fait que la crise existentielle des 30 ou des 40 ou 50, elle touche globalement à peu près, je pense, tout le monde. Comme je vous disais, pas forcément au même moment, pour des raisons différentes aussi, plus ou moins fort aussi, je pense. Et en fait, faut l'accepter parce que plus on la refoule et plus je pense qu'elle nous arrive dans la figure encore plus fort, encore plus puissante. Donc il vaut mieux se dire, ok, c'est maintenant, c'est en train d'arriver et puis je vais faire avec et je vais essayer, si je le peux, d'être suivie par des professionnels de santé ou en tout cas avoir un entourage suffisamment solide aussi, m'orienter vers les bonnes personnes, celles qui sauront m'écouter, me comprendre, des épaules et des oreilles attentives et bienveillantes en fait, pour passer cette période de la façon la plus douce possible en étant peut-être le moins dur avec soi-même. Mais moi je sais que ça a été une période vraiment très compliquée où en fait j'ai remis un peu en question tous mes choix de vie, je pense de façon générale, et je me suis dit, et si j'avais fait les choix complètement opposés, est-ce que je serais plus heureuse? Est-ce que c'est plus moi et finalement je suis dans une vie qui n'est pas vraiment moi ou qui ne me ressemble pas, ou parce qu'en fait la vie est faite de choix et moi j'ai un vrai souci avec ça, c'est-à-dire que je rêverais de ne jamais choisir et de toujours pouvoir avoir toutes les opportunités ou tester tout ce qu'il m'est présenté, tout ce qu'il m'est possible de faire, sauf qu'à un moment donné la vie c'est pas ça et je pense que on est obligé en fait de faire des choix, on les fait, on les assume et ils sont pas mauvais. Tous les choix qu'on fait sont forcément bons pour nous au moment où on les fait. Ça veut pas dire qu'ils sont bons pour nous sur le long terme, ça veut pas dire que ça va nous apporter que du positif, mais au moment où on choisit de les faire, c'est que c'est le choix qui nous semblait être le bon. Et il y a personne de mieux placé que nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision dans la vie. Sauf que en fait arrivé à 30 ans, je me suis dit mais et si j'aurais dû avoir une vie complètement à l'opposé de celle que je mène. Et quand je vous dis à l'opposé, c'est-à-dire que j'ai toute une partie de moi qui s'imagine à ce moment-là en train de faire le tour du monde en sac à dos, en mode route et à la découverte de tous les pays, de tous les peuples du monde, enfin vraiment une vie complètement différente. Ça ne veut pas dire que cette vie ne m'attire pas pour un futur plus ou moins proche ou lointain, on ne sait pas. J'espère un jour réaliser ce type de projet, mais en tout cas, c'est pas la vie que je mène à l'instant T et non pas que
la vie que je mène à l'instant T ne me rend pas heureuse, simplement que, en fait, je me suis dit, et si ça avait été complètement autre chose? Et donc finalement, j'ai tout remis en question. Et comme ça, c'est un sujet peut-être que j'aborderai un jour dans une vidéo YouTube vraiment bien particulière, comme je suis quelqu'un qui suis extrêmement sujette et de plus en plus avec les années à tout ce qui est crise d'angoisse, anxiété, mais des trucs vraiment très vénères, en fait cette crise de la trentaine, elle a été couplée à des crises d'angoisse absolument dégueu. Mais quand je dis dégueu, je parle vraiment de trucs où j'en étais arrivée à un stade où je pleurais mais hyper souvent, où par moments Thibaut me retrouvait allongé sur le sol de la maison, la tête contre le sol, les yeux gonflés comme jamais, et ça faisait 2 heures en fait que j'étais en crise d'angoisse, d'anxiété, sauf que forcément, je veux dire, lui il travaille, il a des choses à faire, et moi en fait quand je vis ce genre de crise, j'ai tendance à me renfermer dans ma bulle et à n'appeler personne. Donc lui arrivé à la maison complètement désemparé, me trouvant là en pleine crise d'angoisse extrêmement vénère, était là en mode mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu, pourquoi tu m'as pas appelé? Parce qu'en fait je fonctionne un peu comme ça, c'est pas du tout la bonne chose à faire, mais c'est un truc qu'il faut que je travaille un petit peu. Sachez que je suis sur le dos, et ces crises d'angoisse en fait elles sont aussi couplées au métier qu'on exerce aujourd'hui, qui comme je vous le disais nous permet d'avoir plein de choses hyper positives, à savoir les rencontres, les expériences de vie qu'on mène, les projets, le niveau de vie aussi, il faut être très honnête. On a la chance de bien gagner notre vie. On s'en donne aussi les moyens, mais je veux dire, tous les métiers ne permettent pas de gagner bien leur vie, alors qu'il y a des personnes qui bossent comme des oufs et qui se donnent les moyens, mais ça ne paye pas toujours. En fait, on a tous ces aspects-là qui sont super, mais on a aussi tout le harcèlement, comme je vous disais, qui peut découler de ce métier. La vie que les gens donnent sur qui on est, sur qui nos proches sont, sur qui notre couple est aussi. Et en fait, couplé à ma crise de la trentaine, ça a été des choses que j'ai eu extrêmement du mal à gérer, et je travaille beaucoup dessus parce que c'est pas du tout réglé. Peut-être que j'en ferai une vidéo un jour parce que je pense qu'il y a un sujet tellement vaste à aborder. Mais ouais, ça a été vraiment mes 28-29 ans là, un an et demi qui ont été vraiment très compliqués. Je me souviens, je postais beaucoup moins sur les réseaux sociaux et vous avez été très nombreux à me dire mais Juju, on ne te voit plus sur les réseaux. En fait, on te voit plus, on te voit moins. En fait, c'est parce que je suis pas capable de faire semblant. Je suis pas quelqu'un qui peut faire genre. En plus, on est dans un métier où en fait ça se sent. Je trouve que quand vous connaissez les créateurs que vous suivez, et je pense être quelqu'un d'assez transparente et de très honnête depuis le début avec vous, mais je sais qu'il y en a beaucoup en fait qui voient tellement tout. Et voilà, comme je ne sais pas faire semblant, je me suis dit venir sur les réseaux pour ne pas du tout avoir l'énergie pour ça, parce qu'en fait je traverse un truc qui est compliqué et finalement vous partagez des vibes qui sont pas folles, j'étais là non, en fait vous avez aussi vos sujets chez vous, vos moments compliqués pour X ou Y raison. Moi si je suis sur les réseaux, c'est pour vous permettre de vous évader, de voir autre chose, ou alors vous donner des conseils comme je le fais maintenant. Donc vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner par rapport à la crise de la trentaine, c'est de la laisser venir, d'accepter qu'elle soit là, de se préparer au fait qu'elle sera pas forcément là au moment où on l'attend, qu'elle peut durer plus ou moins longtemps et qu'il faut accepter un peu toutes les phases par lesquelles vous allez passer. Il faut s'entourer de personnes qui vont le comprendre aussi. Moi je sais que Thibaut a été hyper attentif à moi pendant cette période, hyper compréhensif, et il essayait de trouver des solutions, il essayait de m'aider à répondre à mes questions, etc. En dehors de lui, mes amies aussi étaient présentes, et actuellement j'ai des amis qui traversent cette crise pour plein de raisons différentes, et du coup c'est chouette parce que en fait je sens que je peux être un soutien pour elles parce que je l'ai traversé et que du coup je sais par quelle étape on peut passer, ce qui va être plus ou moins compliqué, même si encore une fois c'est propre à chacun. Mais ouais, du coup crise de la trentaine qui m'est arrivée tel un bus dans la figure, c'était sympa. Question qu'on m'a beaucoup posée et que j'ai trouvée hyper intéressante. Est-ce que j'avais établi pendant ma vingtaine une liste de choses à faire tout au long de la vingtaine et donc avant d'avoir 30 ans? La vérité, oui, je l'ai fait. Est-ce que je l'ai tenu? Pas du tout. En fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'avait mis énormément de pression parce que je m'étais listé en fait vraiment tout un tas de buts à accomplir en mode si je le faisais pas avant d'avoir 30 ans, ce serait trop tard, ce serait plus possible de le faire à un autre moment de ma vie. Il n'y a pas le choix. En fait, c'est soit dans cette dizaine, soit si tu l'as pas coché, dans ce cas-là, tu le cocheras jamais. Je me suis vraiment fait une liste déjà de barjots. Une liste de barjots, c'est le cas de le dire. Je pensais que ça allait m'aider parce que des fois on se dit mais si on fait une liste, on pose des choses sur le papier. Ça m'aurait aidé si j'étais partie du principe que cette liste, c'est un peu comme ma liste de vie. Plus j'aurai la chance de réaliser de choses dedans, mais des choses qui vont des choses les plus simples aux choses les plus folles, plus ce sera cool, mais c'est ok si j'en réalise pas. Parce qu'en fait, je l'ai pas fait comme ça, je l'ai vraiment fait comme une liste de trucs à accomplir absolument avant de fêter mes 30 ans. Une liste qui était quand même relativement longue et que finalement, si j'y repense avec un peu de recul, j'aurais certainement pas réalisé avant d'avoir 30 ans. Et avec le recul, c'est pas grave si je réalise des choses plus tard. Et en fait, c'est devenu presque plus une pression qu'autre chose parce que c'était, il faut absolument que tout ça, je le fasse avant de fêter mes 30 ans parce que presque après, genre, je serais trop vieille. Et ça n'a aucun sens. J'en profite en fait pour répondre à une autre question qui m'a été posée que je trouve hyper intéressante qui est mais Juju, est-ce que tu donnerais un conseil à la toi
toi qui avait 20 ans, donc à la toi de il y a 10 ans, maintenant que tu as 30 ans. Eh bien ces meufs, ne fais pas cette liste, ou alors si tu l'as fait, fais-la en connaissance de cause de ce n'est pas la liste de choses à faire avant d'avoir 30 ans, c'est la liste de ma vie. Elle peut se raccourcir, elle peut s'agrandir en fonction de comment je vais évoluer aussi, parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai mises dedans, mais finalement un jour je vais me rendre compte que bah ça m'intéresse plus, j'ai plus envie, donc c'est pas grave en fait. Il faut pas rester bloqué sur une espèce de liste où il y a absolument des choses à cocher, parce qu'en fait on se met une pression monstre, et je pense que j'aurais dû me dire ça quand j'avais 20 ans, parce que du coup je pense que ça fait partie des choses qui ont déclenché en quelque sorte ma crise de la trentaine, qui était en lien avec le travail. Et en fait il y a quelque chose que je rêvais de réaliser dans mon travail avant d'avoir 30 ans, ça ne s'est pas fait. Bah ça a été le déclencheur de tout, et tout ça parce que j'étais persuadée que si ce n'était pas fait avant la trentaine, ce serait un problème. En vrai, bah pas du tout. Donc à la moi d'il y a 10 ans, s'il y a un monde parallèle, les amis, on ne sait pas qui existe, où je démarre ma vingtaine, eh bien sache ma grande que tu n'as pas besoin de faire une liste de choses à faire, qu'en réalité cette liste, elle ne sert à rien, parce qu'il faut prendre la vingtaine et la vie en général comme elle vient. En fait la liste, elle est bien à partir du moment où, comme je vous disais, on est ok à l'idée qu'elle évolue, qu'elle ne reste peut-être pas la même au fur et à mesure des années, et surtout qu'elle n'a pas de deadline, qu'elle n'a pas de date de péremption, puisqu'en fait on n'est jamais trop vieux ou trop jeune pour faire des choses. Tout ça c'est qu'un état d'esprit, j'ai envie de vous dire. Et vraiment ça, je pense que j'aurais aimé que la Juju de 20 ans, bah elle l'ait en tête, parce qu'elle se serait moins mis de pression, elle serait peut-être arrivée moins stressée à l'approche de la trentaine, et du coup tout aurait peut-être été plus smooth. Ce conseil, je me le donne à la moi du monde parallèle, mais je vous le donne aussi à vous qui êtes jeunes, qui démarrez votre vingtaine, pour ceux qui sont dans ces âges-là et qui me suivent. Vraiment, si vous faites des listes, acceptez que vous remplirez peut-être pas tout, mais que ce sera pas trop tard pour autant, et que cette liste elle grandira, elle se raccourcira, et vous la réaliserez peut-être à 40, à 50, on s'en fiche en fait. Et vous réaliserez peut-être même pas toute cette liste, et en fait c'est pas grave, parce qu'il faut déjà être tellement heureux d'en réaliser des choses. Un autre conseil aussi que je me donnerais, que je trouve hyper important, c'est prenez des risques. Prenez des risques dans votre vingtaine. Non pas que une fois que la vingtaine est passée, on ne prend plus de risques, parce que je pense que prendre des risques, c'est un état d'esprit. C'est un peu comme le fait de se sentir trop vieux ou pas. C'est quelque chose qu'on peut faire toute sa vie, prendre des risques. Mais je trouve qu'à la vingtaine, on a un peu cette folie et cette liberté aussi de pouvoir prendre des risques, et sans... Prise de risque. Ah Mais ça va pas! C'est vrai, t'as pris de risque? Mais tu m'as fait trop peur! Ça va? Oui, ça va mon cœur. Ça se passe bien? Bah écoute, ouais, j'ai fait un setup original ma foi. Ah, tu filmes debout, trop bien. Ouais, debout et dans le miroir, mais ça rend un truc cool. Ils sont gentils avec toi, les gens? Bah je sais pas, j'ai pas encore posté la vidéo. Marrant. Ouais, c'est cool hein. J'ai testé, ça donne un truc cool, parce que j'aimais pas l'effet lit derrière, ça m'a saoulé. Et puis j'ai 30 ans, il faut que je me tienne debout, parce que c'est comme ça que je prépare mon corps de 60. Exactement. L'activité physique. Ok, tout se passe bien? Top. Ok, je viens faire un petit contrôle, un petit check. Bah tout va bien, je tiens ma caméra, parce que quand tu vas repartir, faut pas qu'il y ait tout qui tombe. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je racontais, je sais Tu pas. parlais de prendre des risques. Ah oui, prendre des risques, merci. À toutes. À toutes. Voilà. Les amis, oui, il fait partie de mes risques de la vie. Comme je vous le disais avant d'être interrompue, prenez des risques vraiment dans votre vingtaine, puisque vous avez la liberté, vous avez la folie pour le faire quand c'est possible. Parce que je sais très bien qu'il y a des gens, quand ils ont 20 ans, ils ont déjà des responsabilités dingues pour X ou Y raison, mais vraiment, je sais que personnellement, ma vingtaine, elle a été marquée par le fait de prendre des risques. Si je donne des exemples, on va dire assez concrets et en étant le plus succincte possible, j'ai commencé ma vingtaine, vous n'êtes pas sans le savoir, je faisais de l'anorexie. Je souffrais d'anorexie mentale. Si vous avez envie de mieux connaître d'ailleurs mon parcours par rapport à l'anorexie, vraiment n'hésitez pas. Je vous mets des vidéos quelque part par là, je vous mets les liens en description, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Quand je traversais cette période d'anorexie mentale, ça a duré de mes 18 à mes 20, 21 on va dire à peu près. Et arrivé à mes 20 ans, bah, est-ce qu'on peut parler finalement d'une crise de la vingtaine? Je ne sais pas. L'anorexie, les troubles du comportement alimentaire en général, c'est lié à pas des soucis, bah si, des soucis de santé mentale en fait. C'est-à-dire que quand on a un trouble du comportement alimentaire en général, bah, très souvent c'est associé avec une dépression, ou en tout cas un état dépressif intense, ou une santé mentale au minimum très fragile. Donc moi j'étais vraiment dans cette période de ma vie, et je me souviens à ce moment-là, j'étais suivie par une psychologue qui m'aidait à traverser tout ça, à essayer d'en sortir. Je me souviens de ma psy qui m'a dit à un moment donné, il faut que vous preniez du recul et que vous partiez loin. Loin parce qu'à l'époque il fallait que je me détache de certaines relations qui ne m'aidaient pas à sortir de l'anorexie. Et en fait bah, j'ai pris ça vraiment au pied de la lettre, et littéralement je me souviens, et c'est comme ça que j'ai rencontré mon meilleur ami qui sera mon garçon d'honneur, les amis, à mon mariage, à qui je fais des énormes cœurs d'amour, puisque c'est devenu bah, mon meilleur pote. En fait c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est parce que je me suis dit ok, je vais partir en fait, je ne veux plus rester en France, je ne peux plus rester en France, ma santé ça ne s'améliore pas, ça faisait longtemps que j'avais conscience que j'étais malade mais que j'arrivais pas à m'en sortir, et donc bah, j'ai fait littéralement tout un dossier, tout mon dossier scolaire pour partir faire la suite de mes études au Canada, faire un échange au Canada, échange universitaire, puisque j'étais dans une université où j'avais l'opportunité de le faire. Il m'a aidé
aidé à faire mon dossier parce que j'étais grave à la bourre et qu'on m'avait fait comprendre, ma grande, en fait les dossiers ça fait un moment qu'on les a rendus. Là clairement si t'as pas des notes de ouf, bah tu ne partiras pas. Heureusement pour moi j'étais un petit rat de bibliothèque les amis, donc j'avais un gros dossier scolaire en béton et donc en fait ça m'a permis de partir faire une année d'échange au Canada. Et quand je vous dis que je l'ai fait sur un coup de tête, que ça a été une prise de risque, c'est que vraiment je n'avais prévenu personne. En fait je n'avais prévenu personne dans mes proches et je leur ai annoncé que je partais là-bas au moment où j'ai reçu mon acceptation dans l'université que j'avais demandé et que bah on était à peine à peut-être 2 mois de partir et je leur ai dit bah j'y vais, je m'en vais parce qu'en fait là j'y arrive plus et j'ai besoin de partir, j'ai besoin de découvrir qui je suis vraiment, celle que j'ai envie d'être, celle que je ne veux plus être, d'être face à moi-même en fait, d'être seule face à moi-même et à mes démons du coup et de grandir. Donc j'ai besoin de prendre ma bouée d'oxygène et ma bouée de sauvetage parce que bouée d'oxygène ça ne veut rien dire ma bouteille d'oxygène ou ma bouée de sauvetage. La bouée d'oxygène ma foi, est-ce qu'on n'est pas sur un truc on invente des choses ici j'ai envie de vous dire les amis. Et vraiment ça a été meilleure décision de ma vie. Le Canada à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'y suis allée, j'avais 20 ans, ça reste une des plus belles années de ma vie. J'ai fait des super belles rencontres et notamment 2 rencontres qui du coup seront à mon mariage, à savoir mon meilleur ami que j'ai rencontré un peu avant et une de mes très bonnes amies qui sera là aussi parce que du coup ça a été une année tellement exceptionnelle que j'y ai créé des liens hyper forts avec les gens qui m'ont entourée et ça a été une prise de risque parce que quand tu fais ton dossier scolaire sans prévenir personne, que tu dis même pas à tes parents que tu vas partir, que tu fais tout un peu en cachette et que à ce moment-là t'as tout un groupe d'amis, t'es en couple, tu machin et en fait tu vas un peu tout envoyer valser, ouais ça a été une grosse prise de risque et pourtant une des plus belles prises de risque de ma vie. Une autre prise de risque aussi ça a été d'arrêter mes études puisque alors il y en a qui vont me dire ouais mais enfin bon meuf franchement c'était facile hein, parce que t'as été grave mise en avant par ton mec. Écoutez les amis la chanson je la connais par cœur et en fait à un moment donné je ne sais même plus quoi dire puisque je trouve que c'est très hypocrite en fait dans la vie de façon générale. Beaucoup de choses c'est les bonnes rencontres au bon moment, on ne l'explique pas et c'est comme ça et je pense que n'importe qui à ma place aurait saisi l'opportunité mais j'aurais pu aussi ne pas le faire puisque en fait à l'époque moi je veux dire j'étais étudiante, tout se passait extrêmement bien dans mes études comme je vous le dis j'étais une bonne élève donc j'avais des bons résultats, j'étais acceptée dans des bons masters puisqu'au moment où j'ai arrêté mes études j'allais rentrer en master, j'avais validé ma licence avec de très bons résultats et donc j'allais intégrer un master qui était un master plutôt prisé, pas forcément facile d'accès donc j'étais très contente de poursuivre mes études. Moi dans ma tête ça faisait longtemps que c'était acté que j'allais faire en fait un doctorat puisque j'étais en études de biochimie, je me voyais en fait aller jusqu'au doctorat, faire 8 à 12 ans d'études pourquoi pas, c'était acté dans la tête de mes parents, de mes amis, enfin en fait c'était en mode voilà on sait que Juju c'est ce qu'elle va faire et j'étais très contente de ça et puis j'ai eu l'opportunité en rencontrant Thibaut, c'est vrai. Il faudra juste enlever la date pour que je sois Miss Shape à vie. Ah d'accord, ah bah tiens, ça, je leur dirai. De démarrer les réseaux sociaux et notamment YouTube. Quand je l'ai rencontré, j'avais déjà Instagram, j'avais à peu près 20 000 abonnés. Ça se passait très bien, mais c'était vraiment une passion. Pour moi, c'était pas du tout un métier et j'étais très bien dans mes études. Et pourtant, en plus, j'étais bien dans mes études, mais je savais même pas ce que j'allais faire comme métier derrière parce que les études me passionnaient, mais le métier qu'en découlait m'attirait moins. À savoir la recherche en laboratoire, ça m'attirait moins. Et quand je vois en plus aujourd'hui comment je suis et les quelques convictions, on va dire, assez propres à moi que j'ai, je me dis, je sais pas comment j'aurais dealé avec mes convictions personnelles et le fait de faire de la recherche en laboratoire pour certains trucs. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment ce qui était censé se passer pour moi. C'était le chemin un peu tracé, j'ai envie de vous dire. Et en fait, je l'ai pas suivi. Et ça a été compliqué parce qu'il a fallu dire à mes parents, finalement, je ne ferai pas de doctorat, je vais me lancer sur YouTube. Sauf que pour mes parents, à ce moment-là, YouTube, c'est hyper instable. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Est-ce que tu vas en vivre toute ta vie? Pour mes amis, mais attends, Juju, t'as des super résultats, t'es une super bonne étudiante, c'est ta passion, c'est fait pour toi, tu peux pas tout lâcher comme ça, il faut que tu continues tout. Donc en fait, tout le monde autour de moi était hyper perturbé et c'est pas qu'ils me soutenaient pas, c'est qu'en fait ça leur faisait peur et moi j'étais là mais si je vous jure faites-moi confiance, j'essaye un an, ce sera comme une année sabbatique, au pire je reprends les études, j'ai un bon dossier et tout. Fort être constaté que ça fait 8 ans les amis quasiment, 8 ans que vous êtes là et que vous me soutenez dans des projets absolument dingues, que j'ai réalisé quelque part un rêve que j'avais depuis petite, à savoir être dans la petite boîte magique que je regardais parce que pour la petite anecdote quand j'étais petite, j'étais persuadée que si je courais très vite et que je fonçais droit dans ma télé, j'allais traverser ma télé et me retrouver à l'endroit dans lequel étaient les gens dans le film ou la série que je regardais. Alors c'est une anecdote que je trouve quand même très mignonne et donc c'était magique en fait pour moi quand j'étais enfant, je me disais mais un jour peut-être que moi aussi j'y serai et je l'ai réalisé et c'est entre autres grâce à vous, grâce au travail aussi que je donne parce que beaucoup de gens me disent oui en même temps sans ton chéri t'en serais pas là. La réalité les amis, et c'est le premier à me le dire et beaucoup de personnes que je rencontre dans mon travail le disent et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui parce que je pense qu'il faut être aussi conscient des choses qu'on fait de bien. Tu peux être mise en avant par quelqu'un si derrière tu ne travailles pas, si derrière
tu ne proposes pas des choses, ça peut retomber aussi vite que ça a démarré et on l'a déjà vu avec d'autres personnes. Donc non, je suis très contente aujourd'hui de faire ce que je fais. Ça a été un gros risque et même pour moi, je me suis dit waouh, dans quoi je m'embarque? Ça va peut-être être compliqué, peut-être que ça va finalement pas te plaire et en fait, tu es en train de laisser tes études scientifiques pour aller vers un truc où tu n'as aucune visibilité sur l'avenir, ma foi. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on m'a fait ressentir, où on m'a dit, mais, et on me le dit encore, mais tu feras quoi dans 10 ans? Mais tu feras quoi dans 15 ans? Et puis quand tout ça, ça va s'arrêter là, bah tu vas faire quoi? Mais voilà, c'est pour vous dire que vraiment la vingtaine, pour moi, c'est prendre des risques, prendre des risques, prendre des risques. C'est vraiment le moment et c'est pas grave si vous vous trompez et c'est pas grave si vous testez des choses qui marchent pas. Il y a des choses qui vont tellement vous apprendre, des choses qui vont fonctionner, d'autres moins. Et en fait, ça va être génial. On se fait des expériences toute notre vie, mais la vingtaine, elle est faite pour ça. Donc en fait, faites-vous des expériences, prenez des risques et vraiment libérez-vous la tête des listes. Libérez-vous. Et je trouve qu'avec les réseaux, c'est devenu encore plus intense. Je vois tellement de jeunes qui ont à peine la vingtaine et qui veulent tellement atteindre des trucs dans leur vingtaine parce que les réseaux leur mettent la pression. Et sur les réseaux, des fois, on voit tellement de gens faire tellement de trucs qu'on se dit mais je suis en retard, je suis en retard. On n'est pas en retard. En fait, on est au rythme où on doit être. On est là où on doit être. On avance comme on doit avancer. C'est propre à chacun. Personne n'est en avance, personne n'est en retard. Quand on part du principe qu'on est en avance ou qu'on est en retard, c'est-à-dire qu'on se compare aux autres. Et je sais que c'est hyper humain de se comparer, mais il faut vraiment essayer de se détacher de ça parce qu'en fait, ça bouffe. Et je sais que dans la vingtaine, c'est difficile de se détacher du regard des autres. Mais vraiment, ne vous comparez pas. Vous êtes en retard et en avance sur personne. Vous êtes à votre rythme. Question qui est pas mal revenue. Est-ce que tu avais peur de fêter tes 30 ans? Oui, j'appréhendais beaucoup la trentaine. Puisque quand j'ai fait ma crise de la pré-trentaine, enfin, on va dire ma crise de la trentaine en avance, je me suis dit, purée, si ça, c'est une pré-crise, quand je vais arriver à la trentaine, mais ça va être l'enfer. Et en fait, il s'avère qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, je pense, c'est que le passage à la trentaine peut très bien se passer. Je parle vraiment du passage le jour J et les mois qui l'entourent. Ça peut très bien se passer. Vraiment. La journée de mes 30 ans, j'ai pas honte de le dire, ça a été une de mes plus belles journées de ces derniers mois. Déjà parce que j'ai un chéri qui a extrêmement pris soin de moi, qui m'avait genre réservé un massage, une séance de sport par-ci, un petit resto par là, bref, plein de petits cadeaux tout au long de la journée et tout, parce que en fait, lui-même, je pense, se disait mince, je sais que Juju, c'est un truc qu'elle appréhende de fou, parce que Thibaut, typiquement, la crise de la trentaine, inexistante. Enfin, Thibaut, c'est quelqu'un qui a une stabilité, c'est assez impressionnant, mais je sais qu'il savait que j'appréhendais beaucoup, et donc il m'avait vraiment préparé toute une petite journée en mode cocooning, 100% pour moi et tout machin, pour que ça se passe le mieux possible pour moi, et en fait, franchement, ça a été une de mes journées préférées. Je trouve en plus qu'à la trentaine, il y a encore plus de gens qui pensent à nous qu'à d'autres anniversaires. Peut-être que c'est propre aux dizaines, mais vraiment, je me suis sentie inondée d'amour, déjà par mon chéri et par ma famille, mes amis, et même par vous, en fait, tout simplement. Je sais pas, ça a été une journée vraiment où je l'ai trop aimée, j'avais pas envie qu'elle s'arrête. J'avais envie que ma journée de mes 30 ans soit, mais interminable. Je me suis dit, mais il faut que cette journée continue toute l'année de mes 30 ans parce que c'est trop bien. Donc ouais, vraiment, je pense que vous pouvez vous permettre de ne pas forcément que l'appréhender. Avoir 30 ans, ça nous amène à, mais alors est-ce qu'il y a des changements? Ça, c'est une question que j'ai beaucoup eue. Quels sont les changements que j'ai ressentis entre ma vingtaine et le passage à la trentaine, sachant les amis, quand même, rappelons-le, que je ne suis qu'au début de ma trentaine, ça fait un mois. Donc je pense que niveau changement, bon. Mais en vrai, il y a un truc vraiment qui peut paraître un peu cliché comme ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais que j'ai ressenti au passage à la trentaine, et je crois que je l'ai ressenti vraiment le jour J de mes 30 ans. C'est-à-dire le jour de mon anniversaire qui, comme je vous le dis, a été une très belle journée pour moi. J'ai eu la sensation d'avoir un poids qui tombait de mes épaules. Je sais pas, de laisser un bagage derrière moi qui me pesait, qui était hyper lourd à porter depuis longtemps maintenant, pendant ma vingtaine. Et j'ai eu comme la sensation de le laisser partir. Et ce bagage, pour moi, à l'intérieur, il était rempli de comparaisons. Il était rempli du regard des gens qui pèsent sur moi, pas dans le privé. Parce que dans le privé, en toute honnêteté, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est pépite. Mais je pense vraiment, à travers mon métier, je pense qu'il était aussi rempli de manque de confiance en moi, de la peur du jugement, de la volonté d'être tout le temps aimé et apprécié par tout le monde et de devoir absolument, du coup, être hyper lisse pour être sûre de toujours rentrer dans toutes les cases, dans tout. Et en fait, je me suis dit, mais je veux plus de ce bagage. Je n'en veux vraiment plus. C'est-à-dire que c'est un bagage qui, moi, a drainé ma vingtaine. Vraiment. Et quand je revois les vidéos de moi à 20 ans en train de vous parler sur YouTube de confiance en soi, alors oui, c'est vrai, j'avais acquis la confiance en moi physique, je pense. Dans ma vingtaine, j'ai réussi à acquérir une
une confiance en moi sur le plan physique parce que j'ai combattu l'anorexie, parce que je me suis mise à la musculation, alors que à ce moment-là où je m'y mettais, vraiment les femmes qui faisaient de la muscu, c'était en mode c'est masculin, c'est moche, tout le monde te regardait, tout le monde te jugeait. Combien de fois j'ai entendu des proches de proches en parler, etc. Donc j'avais vraiment acquis une confiance physique en mode plus jamais personne n'aura un mot à dire sur mon apparence physique. Par contre, je n'ai pas du tout acquis la confiance nécessaire pour faire face aux gens qui n'apprécient pas forcément ma façon d'être, ma façon de penser, qui je suis en fait à l'intérieur et pas uniquement à l'extérieur. Et en fait, à mes 30 ans, vraiment, il y a eu ce déclic de je veux plus de ça. Je veux que ça s'en aille. J'en ai marre de me soucier de qu'est-ce que les gens pensent de moi, de comment je suis, comment je me comporte, comment je réfléchis, des combats que je mène. J'en ai marre que les gens pensent avoir leur mot à dire sur mon couple, sur mes proches. J'en suis arrivée à un stade où vraiment je veux plus de ça parce que j'estime en fait que je sais ce qui est bon pour moi. Je sais mieux que personne qui sont les gens qui m'entourent en amitié, dans ma famille, amoureusement parlant. Je sais quelles sont leurs valeurs, je sais comment ils se comportent dans la vraie vie, comment ils évoluent avec toutes les personnes autour de moi, etc. Et en fait, rien n'est plus important que ça. Donc j'ai plus envie de me laisser atteindre en fait par des gens qui croient savoir, qui croient connaître et qui en fait ne connaissent pas. Et je pense que ça, c'était vraiment un bagage qui était très professionnel notamment. Je pense que c'est une pression que je me mets pas du tout dans ma vie personnelle, puisque dans ma vie personnelle, en fait, je suis entourée que de gens qui sont vraiment géniaux, je le redis, et j'ai vraiment la chance d'avoir un entourage qui est tellement diversifié. Je veux dire, en fait, je suis contente aujourd'hui typiquement d'exercer le métier que j'exerce sans m'enfermer dans cet univers-là, parce que très vite, quand on exerce un métier comme celui-ci, vous voyez la caméra actuellement à l'écran, en fait, on peut vite ne s'entourer que de gens un peu de notre microcosme. On se mélange plus trop, des gens qui ont les mêmes moyens, les mêmes ambitions, les mêmes trucs. Je suis très contente en fait que ce soit pas mon cas personnellement. Dans mon entourage, dans ma famille, dans mes amis, j'ai des gens de tous les milieux sociaux, de tous les niveaux de vie, et j'ai la chance de pouvoir discuter de façon aussi transparente avec tous les gens qui m'entourent, qu'importe leur milieu social, qu'importe leur niveau de vie, qu'importe aussi les minorités parfois dont ils sont issus, parce que j'ai la chance aussi d'avoir un entourage qui est hyper diversifié, donc avec des personnes qui sont issues de toutes les minorités qu'on connaît aujourd'hui, et donc de tous les combats qu'on doit mener aujourd'hui, ou en tout cas dans lesquels on doit essayer de les accompagner au mieux, parce qu'on n'est pas toujours les mieux placés pour combattre avec eux, mais on peut au moins être des épaules et des oreilles attentives. Dans ma vie personnelle, mon entourage est hyper soudé. Je suis hyper fière de mon entourage et je sais que mon entourage est hyper fier de moi. Et ça, pour moi, c'est une priorité. Tout le bagage dont je vous parle, je l'ai vraiment ressenti notamment dans mon travail. Et je pense que ça peut être votre cas aussi. Peut-être que les bagages que vous portez, vous les ressentez parfois plus dans le pro, parfois plus dans le perso, parfois dans les deux aussi, j'ai envie de vous dire. Moi, je sais que dans mon cas, c'était très lié au pro. Et en fait, j'en étais arrivée à un stade où ces derniers temps, je me suis dit, mais je suis même presque plus 100% moi. En fait, c'est pas que je suis pas 100% moi parce que j'ai toujours été hyper transparente avec vous, hyper honnête. Je suis quelqu'un vraiment, je sais pas faire semblant, mais 100% premier degré. Je ne sais pas être quelqu'un d'autre que moi-même, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Vraiment, j'arrive pas à faire autrement. Mais je sais que j'osais pas forcément m'exprimer sur tous les sujets, j'osais pas forcément aller sur tous les combats, j'osais pas forcément être pleinement celle que je suis dans le privé. On va me trouver ceci, cela, pas assez ceci, pas assez cela. Et j'ai senti que je perdais un peu de mon authenticité et de qui je suis vraiment ou qui je deviens aussi, parce qu'on évolue toute la vie durant. Et heureusement les amis, je me suis dit je veux plus de ça, je veux que tout ça s'en aille. En fait, je veux vraiment être la Justine que je suis au quotidien, partout. Parce que dans mon travail, je le suis auprès des gens que je rencontre, mais j'ai l'impression que je m'autorise pas 100% à l'être sur mes réseaux sociaux par moment. Ça m'a pesé. Et pourquoi? Parce que vraiment juste à un moment donné, je ne supportais plus la méchanceté de certains. En fait, tout simplement, encore une fois, on en parlait, il y a un harcèlement qui est très présent dans notre métier sur les réseaux, qu'on gère plus ou moins bien. Moi, je le gère en off depuis très longtemps. Là, je vous en parle un petit peu, encore une fois, pas pour me plaindre, parce que j'ai les personnes auprès desquelles je peux vraiment m'en plaindre qui sont là pour moi, mais je vous en parle juste parce que c'est une réalité, c'est comme ça fait partie des inconvénients de ce métier. Comme je vous disais, tous les métiers ont des inconvénients. Nous, le harcèlement en ligne et le fait que les gens se permettent de donner leur avis sur tout ce qui concerne notre vie privée sans en faire vraiment réellement partie, et donc connaître tout ce qui se passe en dehors de la caméra. En fait, j'en ai eu marre et je me suis dit j'ai plus envie que ça draine mon quotidien, parce que j'en étais arrivée pareil à ce que ça amplifie mon anxiété, mes crises d'angoisse fois 1000. Et en fait, je veux plus de ça. Je veux plus de ça parce que je sais qui sont les personnes qui m'entourent, à quel point ce sont des bonnes personnes. Et je pense que si vous me suivez depuis longtemps, que vous savez les combats que je mène, que je partage, et à quel point d'ailleurs j'ai envie d'aller plus loin dans ces combats-là. C'est en ça que je vous disais, je me réfrénais beaucoup sur ma vingtaine et j'ai plus envie. En fait, vous savez très bien que je ne pourrais pas m'entourer de personnes qui ne partagent pas un minimum de mes valeurs, qui ne sont pas ouverts au combat que je défends. Donc quand je dis les personnes qui m'entourent, je parle aussi de mon chéri, sur lequel vous avez par moments des avis, et je comprends chacun ses avis tranchés ou plus ou moins tranchés, ou bref, qu'importe. Moi, je sais dans mon quotidien à quel point c'est quelqu'un de bien, et je
pense que vous me connaissez et s'il y a bien un truc que j'ai appris dans ma vingtaine qui a été une très grosse leçon de ma vingtaine, puisque vous m'avez demandé, je mélange un peu les questions, mais une question qui est aussi revenue, c'est quoi la leçon de la vingtaine que t'as tirée? Ben, la leçon de la vingtaine que j'ai tirée, les amis, c'est priorise-toi. Tu seras toujours ta priorité. Donc quand je dis tu, là, c'est toi qui regardes cette vidéo, tu es ta priorité. Moi, à l'instant T et toute ma vie durant, je suis, j'étais et je serai ma priorité. C'est moi avant toute chose. Donc vous vous doutez bien que je ne vais pas m'entourer de personnes qui ne me veulent pas du bien, qui ne partagent pas un minimum de, comme je vous disais, mes valeurs, mes idées, mes combats, qui ne sont pas ouverts à mes combats ou à tout ce que j'ai envie de mener dans ma vie. Vraiment, j'ai décidé d'arrêter de me focus sur ce que les gens pensent. Je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée de ça et donc finalement, à partir du moment où ma vie privée, je suis heureuse dedans, elle se passe bien et encore une fois que tous les gens qui m'entourent, je n'ai jamais été témoin dans la vie que je mène au quotidien, la vie réelle. Je vous parle pas de la vie des réseaux et des caméras, je vous parle de la vraie vie, celle qui est palpable. Et à partir du moment où ces gens-là se comportent bien, agissent bien, ne tiennent pas de propos qui sont dérangeants, offensants ou qui sont juste foncièrement méchants envers toutes les personnes qu'on rencontre au quotidien, aussi bien des personnes qui nous sont proches que des personnes qu'on rencontre comme ça à l'instant T, et en fait je me fiche que Jean-Paul du 77 me dise ça c'est bon pour toi ou ça l'est pas. Dans les changements, j'en profite parce qu'on m'a aussi beaucoup demandé est-ce que finalement on est plus mature, on est plus adulte quand on a 30 ans. Je pense que la maturité c'est plus une question de comportement et du milieu dans lequel on évolue, dans lequel on grandit, plus qu'un âge. Oui, peut-être qu'on devient quand même un peu plus mature, peut-être qu'on a une vision un peu différente des choses. Moi je pense surtout qu'on a plus confiance en soi. Aussi c'est propre aux femmes. Je trouve que les femmes quand on est dans la vingtaine, en fait t'es comme un peu encore une enfant. T'essayes d'être prise au sérieux, t'essayes de montrer que t'as du caractère, etc. Et puis finalement on te renvoie toujours un peu à ta condition de jeune fille. Mais c'est un peu dur parce que j'ai l'impression que les femmes, on est soit une enfant, soit d'un coup on est trop vieille. Genre comme s'il n'y avait pas d'entre-deux. Comme si on n'était pas juste à un moment donné des femmes accomplies, épanouies, etc. Qu'on passait directement du gap enfant, petite fille, au gap femme trop âgée, périmée. On en reparlera. En tout cas, moi je trouve vraiment qu'à 30 ans, il y a un truc de confiance en soi. Ouais, moi qui je trouve est arrivé de façon assez, instinctive ou c'est arrivé d'un coup un peu. C'est vraiment d'un coup. Pareil, le jour de mes 30 ans où je me suis dit, mais purée, en fait, je sais pas, je me sens forte, je me sens puissante. J'ai l'impression que la décennie qui arrive, c'est genre la décennie où vraiment c'est girl boss à fond. Je suis sûre de moi, je serai plus une petite fille. Et en même temps, je sais et j'en suis même certaine que je ne suis pas périmée, je ne suis pas trop vieille, les amis. J'ai vraiment ressenti un peu ce mindset hyper empowerment, comme on dit. Je n'ai pas la traduction française, mais ça a été vraiment ça que j'ai ressenti presque plus que la maturité. Parce que je pense encore une fois que la maturité dépend de beaucoup de choses, mais pas forcément de l'âge. Et est-ce que je me suis sentie plus adulte? Je crois que ça c'est pareil, c'est une question de tempérament. Toute notre vie durant, on peut être adulte sur plein de sujets et on peut être encore des enfants sur d'autres. Et je crois que c'est la beauté de la vie. Des fois, je parle avec des quarantenaires, avec des cinquantenaires et plus, qui me disent mais en fait, pour plein de trucs, j'ai encore mon côté ado, j'ai encore mon côté enfantin. Et c'est ça qui est chouette en fait. Et permettez-vous ça parce que je crois qu'on se fait aussi vachement une montagne du fait de devoir à tout prix devenir adulte sur plein de sujets de société ou qu'importe en fait sur plein de sujets de la vie. On se dit mais à un moment donné, quand je serai adulte quoi. Je serai plus un enfant, il y aura pas de retour en arrière, je serai juste un adulte ou une adulte. Mais en fait, je pense qu'on a le droit de s'autoriser à être adulte sur des choses, à être plus enfantin sur d'autres. Le tout, je pense, c'est aussi de se compléter avec les personnes qui nous entourent. Parce que si on est tous des gros enfants sur les mêmes sujets, peut-être qu'à un moment donné, on est juste en train de se dire on n'a pas envie de grandir, c'est un peu chelou. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est juste humain d'être adulte sur des thématiques et d'être plus enfantin sur d'autres. Et c'est complètement ok. On m'a aussi demandé est-ce que j'avais une vision du monde et de la politique qui était différente. Je pense que oui, vraiment, entre mes 20 ans et mes 30 ans, mon rapport au monde et à la politique n'est pas du tout le même en fait. C'est-à-dire que celui que j'ai à 30 ans n'est pas du tout celui que j'avais à 20 ans. Déjà, je pense que tout simplement, je m'y intéresse beaucoup plus. Je pense qu'à 20 ans, on est un peu plus, et c'est normal, c'est pas du tout une critique parce qu'on y passe tous, on est plus auto-centré. Ouais, en fait, on se concentre plus sur nous et sur ce qu'on veut pour nous, etc. Et je pense qu'en grandissant, on s'ouvre plus sur ce qui se passe autour de nous, déjà à commencer par nos proches. En fait, je pense que moi, ma vision de la politique et du monde, elle a commencé à changer quand j'ai commencé aussi à comprendre quels étaient les combats de mes proches. Et comme je vous dis, dans mes proches, j'ai des personnes qui pratiquent différentes religions. Alors moi, je suis pas croyante. En toute honnêteté, je suis pas croyante. Peut-être que je le serai un jour, je sais pas du tout. Je suis plus quelqu'un de réceptive aux énergies. J'aime bien l'astrologie, etc. Donc en fait, chacun place ses croyances où il a envie. En revanche, je respecte les croyances et les religions de chacun à partir du moment où en fait on me les impose pas tout simplement, puisque je pars du principe que moi étant athée, j'impose à personne le fait de ne pas croire en un dieu, parce que comme je pense aussi c'est dû à mes études scientifiques très cartésiennes et tout. Ma foi, après j'ai envie de vous dire l'astrologie pour autant m'intéresse, donc au final bon. Mais en tout cas voilà, je respecte le fait que plein de personnes aient des religions différentes, et je pense que ça peut être hyper positif parce que des fois en fait on a besoin en tant qu'être humain de se rattacher aussi à quelque chose. Moi je vois tous les gens que j'ai autour de moi qui croient, que ce soit des chrétiens, que ce soit des musulmans ou que ce soit des juifs, en fait je vois bien qu'il y a quelque chose d'assez peut-être magique dans le fait de croire, parce que je pense des fois ça
ça peut nous aider à mieux nous comporter. Je pense que ça peut nous permettre aussi d'imaginer un après la vie. Et en tant qu'être humain, je pense qu'on a besoin de se raccrocher à ça, parce que du coup, quand on croit pas comme moi, je vais pas vous cacher que c'est un peu compliqué parce que vraiment, on se raccroche à pas grand chose. Et je me souviens, il y a pas longtemps, Thibaut, il m'a envoyé un Reels en mode comment les athées imaginent la fin du monde. Je vais vous le mettre juste ici parce que c'est assez marrant. J'ai cette chance en fait autour de moi d'avoir des personnes qui sont issues de plein de cultures différentes, d'origines, de milieux sociaux aussi. Et en fait, ça aide à vachement ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, parce que quand nous, on a des combats à mener, en fait, on est très centré sur ces combats. Et on se rend pas forcément compte que les gens qui nous entourent, ils ont des combats qui sont différents des nôtres. Parfois qui sont compatibles, parfois non, on va pas se mentir aussi. Le fait d'avoir des entourages qui sont hyper hétérogènes, ça permet de mieux comprendre les combats des uns et des autres, et du coup, je trouve de plus s'ouvrir. Moi, je sais que c'est ce qui s'est vraiment passé dans ma trentaine, le fait d'avoir un entourage aussi divers, ça t'éveille, je trouve, à beaucoup de choses. Ça te permet de mieux comprendre des choses que toi-même t'as pas vécues. Donc comme tu les as pas vécues, en fait, c'est normal de pas le comprendre. Mais par contre, t'ouvres les yeux là-dessus. Par exemple, moi j'ai des personnes qui sont dans mon entourage originaire, soit des Antilles, soit d'Afrique, etc. Et en fait, il y a des choses qu'ils ont vécues dans leur quotidien, enfants, adultes, ne serait-ce que de par leur couleur de peau, que moi je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas me mettre à leur place, et je trouve d'ailleurs que ce serait déplacé de vouloir se mettre à leur place parce que ça n'a pas été mon quotidien. Par contre, je peux les écouter, je peux essayer de comprendre, d'entendre et de me dire ok, donc moi, comment est-ce que je peux au moins te soutenir, ou peut-être, je sais pas, à un moment donné t'aider ou quoi. Et en fait, c'est aussi vrai pour, comme je vous disais, les milieux sociaux, avec du coup des gens de mon entourage qui gagnent plus ou moins bien leur vie et qui donc du coup ont aussi des problématiques liées à ça et tout. Donc moi, je sais que c'est un peu comme ça que ma vision du monde, elle a évolué, et de la politique aussi. Vous dire que j'ai confiance en la politique de notre pays, je pense que ce serait un peu un mensonge. Je parle de la politique en général, je parle pas juste du parti qui est élu actuellement, je parle vraiment de la politique en tant que telle. Et d'ailleurs, s'il y a une chose, je suis en train de remarquer, qui a changé entre ma vingtaine et ma trentaine, c'est que jamais de la vie, à mes 20 ans, je vous aurais fait une vidéo YouTube pour vous parler un petit peu de mon avis politique. Mais en fait, ça fait partie des choses où j'ai pas envie de pas être honnête avec vous. Et en fait, moi, c'est comme ça que je vis ma vie. Je pars du principe qu'on peut ne pas être en accord, qu'on peut débattre, et justement qu'on peut débattre dans le respect, la bienveillance, etc. Être entouré de gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne votent pas forcément comme nous, mais qu'on peut en parler, qu'on peut justement être ouvert à la discussion et se faire évoluer, etc. Tout ça pour dire que c'est pas comme si j'avais vraiment confiance en tous nos dirigeants. En fait, je pars du principe qu'il faut beaucoup d'ego pour vouloir diriger un pays, que parfois les gens ont plus envie de diriger que de vraiment aider. Enfin, moi, c'est un peu la vision que j'ai cette sensation-là, que souvent la politique, c'est plus une histoire de quéquette et de à qui a le plus de pouvoir, plus qu'on a vraiment envie de faire des choses pour notre pays. Alors je sais que ça peut paraître triste, mais c'est un peu la vision que j'ai. Ça veut pas dire pour autant que je ne crois en rien et que je vais vous dire du coup je vote pas parce que je suis une femme. Je sais que les femmes se sont battues pour que les femmes votent. Je tiens à aller mettre mon bulletin à chaque élection, puisque c'est un droit et un devoir que j'ai en tant que femme, et que des femmes ont défendu corps et âme pour moi et pour toutes mes congénères. Donc en fait, c'est juste impensable pour moi de ne pas voter. Quand j'écoute les débats politiques, ça me fatigue parce que j'ai l'impression qu'on n'entend jamais parler de ce qu'ils vont faire pour le pays, mais que la majorité du temps, on les entend s'en foutre plein la gueule. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est plus un combat de toi t'as fait ça, toi t'as fait ça, et toi t'as pas fait ci, et toi t'as pas fait ci, plutôt que de qu'est-ce qu'on va vraiment faire. Donc ça me fatigue au plus haut point. Mais ouais, en tout cas, j'ai remarqué vraiment que je m'intéresse de plus en plus à la politique. Avec Thibaut, on écoute beaucoup de chaînes YouTube axées sur la politique. Il y en a une que moi j'ai découvert au moment de la dissolution et donc des législatives. Je voulais mieux comprendre en fait ce qui se passait, et donc j'ai découvert la chaîne L'Esprit Critique. On s'est mis du coup à regarder tous les deux avec Thibaut, et il y a une autre chaîne aussi qu'on regarde beaucoup ces derniers temps, mais genre en mode limite on est addict. C'est Clément Viktorovitch. Je sais pas si je le prononce hyper bien. En fait, je crois que c'est des vidéos YouTube extraits de live qu'il doit faire, et vraiment en ce moment on se les écoute tout le temps en voiture. Je crois que ce gars était prof dans une école, il me semble que c'est Sciences Po, je suis pas sûre, mais je pense. Et vraiment, on disait avec Thibaut, quand on écoute ses vidéos, si on avait pu avoir un prof comme lui quand on était en cours, ça aurait été méga cool. Parce que c'est hyper intéressant, je trouve que ça permet vraiment de comprendre des choses. Je trouve qu'il a une façon d'exprimer, d'expliquer les choses qui est hyper intéressante. Et moi, je sais que ça m'aide à forger encore aujourd'hui mes idées, mes croyances, etc. Pareil pour Thibaut, du coup, ça nous permet vraiment de comprendre beaucoup de choses. Et ouais, je sais que c'est des choses à 20 ans qui m'auraient pas forcément intéressé. Je me souviens au moment des législatives, on a fait un test politique avec Thibaut qui était proposé par le site du gouvernement, et ça permettait en fait vraiment de savoir quel est le bord politique qui nous représente par rapport à nos idées. Donc il y avait tout un questionnaire et tout, c'était hyper chouette, mais c'était quand même assez poussé, et je me souviens qu'il m'avait fallu quand même m'y reprendre parfois à 2 ou 3 fois pour bien comprendre les questions et être sûr d'y répondre correctement, etc., en accord avec mes valeurs actuelles, mes croyances et tout. Et donc on l'a fait tous les deux avec Thibaut, je me souviens, face à face, mais genre chacun répond ses trucs en fonction de son avis et tout. Et les amis, spoiler, il s'avère que le
résultat, je suis centre gauche et Thibaut est centre droit. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal niveau raccord. Une question qui m'a été, en fait la question qui m'a été le plus posée, mais genre vraiment, c'est Juju, est-ce que arrivé à 30 ans, tu ressens la pression sociétale? Avoir des enfants, se marier, avoir un CDI. Bon, vous le savez, l'année de mes 30 ans, je me marie. Donc cette étape-là, je l'ai pas vraiment, même si j'ai quand même des gens qui me disent ça va le fait d'avoir 30 ans et d'être toujours pas marié. En dehors du mariage, effectivement, moi aujourd'hui, je n'ai pas de CDI. Je suis pas salariée en tant que telle. Mon métier fait que je suis chef d'entreprise, donc c'est un autre statut. C'est un statut qui est assez instable entre guillemets, puisque surtout avec le métier que j'exerce, tout dépend de moi et l'instabilité elle est présente. Alors actuellement ça se passe bien, mais je sais que c'est quelque chose qui fait peur à mon entourage. Moi j'ai pris pas mal de recul là-dessus. J'ai pris pas mal de recul parce que je pense que le fait d'avoir arrêté mes études et d'avoir fait un métier qui est à l'opposé de ce que je devais faire initialement, ça m'a permis aussi de comprendre que finalement la vie, elle est pas forcément linéaire et en fait on peut se permettre à tout âge de changer de voie, de changer de carrière, de changer de passion. Et donc peut-être que c'est ce qui arrivera encore dans ma vie ou dans la vôtre d'ailleurs. Donc je me mets beaucoup moins la pression à ce sujet-là sur le fait d'avoir absolument un métier hyper stable, CDI toute sa vie. Donc oui, là je sais que c'est une période de ma vie où je suis chef d'entreprise, où effectivement c'est assez instable entre guillemets parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait dans ce métier. Mais en même temps je m'éclate, je vis des expériences qui sont chouettes et ça me va très bien comme ça. Maintenant, la partie enfant, c'est le moment les amis où je vais vous faire passer un petit message. Un petit message qui me semble important. Je pense que mesdemoiselles, vous pourrez vous en resservir, mesdemoiselles et mesdames, pour le faire passer ce message aux gens qui vous font chier. Et autrement, messieurs, ce message s'adresse quand même beaucoup à vous parce que ça vient très souvent d'hommes. Mon utérus n'appartient à personne d'autre que moi. C'est-à-dire qu'il y a un truc où quand tu passes les 30 ans, on dirait que les gens ont l'impression que ton utérus leur appartient et que donc de facto, ils ont leur mot à dire dessus. Or les amis, à partir du moment où même mon chéri, l'homme qui partage ma vie depuis 8 ans, n'a pas son mot à dire sur mon utérus et que c'est le premier à me dire mais en fait c'est vous les femmes qui êtes les plus impactées par la grossesse. Je parle au moment de la grossesse parce que évidemment qu'après, normalement on est censé avoir des hommes qui sont aussi investis dans leur paternité que nous dans notre maternité, mais en tout cas au moment de la grossesse, celles qui entre guillemets, c'est pas très joli comme mot, mais subissent le plus les changements hormonaux, physiques, le poids de la grossesse en fait pendant 9 mois et tout ce que ça peut impliquer de façon générale, ce sont les femmes. À partir du moment où mon mec me dit vu que c'est toi qui vas être le plus impacté, même si oui la décision de faire naître un enfant se prend à deux, in fine ça reste quand même toi qui dois être le plus à l'aise avec cette idée là puisque les 9 mois de la grossesse vont avoir beaucoup plus d'effets sur toi que sur moi sur beaucoup d'aspects. Je ne vois pas pourquoi j'aurais mon mot à dire. Eh bien je pense les amis que vous n'avez pas le vôtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alignez-vous à mon mec s'il vous plaît. Mon utérus, mes choix, ça s'arrête là. Personne n'ira voir ce qu'il s'y passe en dehors de mon gynécologue. Donc je pense qu'on peut arrêter ce débat. Vraiment, en fait, moi je suis passée à un stade où ça me passe au-dessus. J'ai vraiment pris un recul là-dessus parce que je vais très bien avec l'idée que pour l'instant je n'ai pas d'enfant. Peut-être que j'en aurai dans un futur plus ou moins proche ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi la vie sera faite. J'ai beaucoup de soucis de santé qui sont liés à mes hormones, qui sont liés à mon utérus, etc. Donc en fait, comment vous dire que ça fait aussi très longtemps que je me suis faite à l'idée que peut-être dans ma vie ça allait être quelque chose de compliqué. Peut-être que j'adopterais et on en a déjà parlé avec Thibaut puisque à un moment donné, moi c'était quelque chose que j'avais vraiment en tête avant d'être avec lui et je lui ai dit peut-être que ce sera ça aussi. Et en fait, on en a parlé et on est tous les deux très ouverts et très ok sur ce sujet parce qu'il y a plein d'enfants dans le monde qui méritent aussi d'avoir de l'amour dans une famille. Je dis pas qu'on le fera, j'en sais rien en fait, mais c'est juste justement pour vous dire je n'en sais rien. Je n'en sais rien et ça ne vous regarde pas du tout. Les questions sur les femmes et les enfants, il faut arrêter parce que là comme je viens de vous le dire, moi par exemple j'ai des soucis de santé. Aujourd'hui je le vis bien, mais imaginez c'est un truc qui me plombe, que ça fait je sais pas combien de temps qu'on essaye et qu'en fait on n'y arrive pas. Enfin j'en sais rien, il peut se passer plein de choses. Cette question, on arrête même cette phrase parce que très souvent c'est même plus une question. C'est en mode l'horloge biologique, toc toc toc, il s'agirait de faire des enfants, toc toc toc. Non mais même le président se permet de nous dire qu'il faut qu'on ait des petits êtres vivants qui grandissent dans nos utérus. Je pense qu'à un moment donné les amis, va falloir que les hommes arrêtent de croire que ça les regarde. Alors ça les regarde, oui parce qu'il faut être deux pour faire un enfant, un homme, une femme, au moment où en tout cas on conçoit. Après on peut aussi en faire autrement, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas en dehors d'un homme, une femme, non, disons plutôt qu'il faut un spermatozoïde et un ovule pour créer un enfant. Mais en fait je veux dire à partir du moment où on vit la majorité du truc, 99% du truc dans notre corps
Je pense que ça répond à la question. Donc les meufs, vraiment, moi j'ai pris un recul là-dessus et je vous invite à faire la même chose parce que de toute façon, s'il y a un truc que j'ai compris, on aura beau éduquer, répéter, j'ai l'impression qu'il y en a, ça veut pas rentrer. Donc non pas qu'il faut arrêter et qu'il faut se dire on n'y arrivera pas, etc. C'est juste que je pense qu'il faut aussi prendre du recul et se dire en fait à un moment donné, moi il y a des trucs maintenant en fait j'ai l'impression que mes oreilles automatiquement se bouchent un peu. Genre c'est comme si quand quelqu'un me parlait de ça, j'entendais la 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 la. J'ai pas envie de débattre. Je pense que j'ai suffisamment, que ce soit à mes proches dans le privé ou dans mon métier, expliquer quel était mon avis là-dessus, mes choix actuels, mes machins, mes trucs. Et ben si à un moment donné ça change, je le ferai savoir. Pas besoin de me questionner. En fait pour moi ça s'arrête là. Petit sujet qu'on va pouvoir aborder maintenant puisque c'est pas mal lié à l'horloge biologique. Est-ce qu'à 30 ans on est périmé? Comment est-ce que je gère les critiques en mode 30 ans c'est vieux, 30 ans c'est périmé? Parce que c'est vrai que, et je crois que c'est très féminin, il y a un truc vraiment de quand les femmes on passe 30 ans, on dirait que les hommes ne sont pas capables d'imaginer qu'une femme passée 30 ans peut encore être belle, mais en fait les femmes sont belles toute leur vie durant, j'ai envie de vous dire, mais au même titre que les hommes d'ailleurs. Et puis la beauté c'est hyper subjectif, donc déjà fin du débat. Mais en tout cas, on dirait que les hommes ne s'imaginent pas que passé 30 ans, ben on est encore jolie, on est encore désirable, on est encore fraîche, on a encore plein de choses à faire et finalement c'est que le début de notre vie d'adulte, si on doit parler d'adulte. Mais on dirait que pour eux non, on a une date limite de consommation. En fait, je ne savais pas qu'on était des yaourts les filles. En tout cas, vraiment moi c'est un truc, c'est pareil, ça m'est passé au-dessus. Et ça je pense que c'est grâce au fait qu'à 30 ans, il y a vraiment, comme je vous disais, un changement au niveau de la confiance en soi qui je trouvais assez impressionnant. Je suis en mode de toute façon, propre à la consommation de qui? Les amis. La personne qui me consomme, il n'y a pas de souci avec cette personne. Donc vu que aucun d'entre vous ne va me consommer, je m'en bats les couilles d'être périmée finalement. Donc non, vraiment, j'en suis un peu à ce stade-là. Ça me passe pas mal au-dessus. Je ne comprends pas en fait. Et je me dis même des fois, dans ce cas-là, c'est presque un peu chelou, un peu pervers parce que du coup, c'est quoi les mecs? Vous êtes que attirés par des femmes qui ont moins de 30 ans. À un moment donné, ça va quand même poser un problème vis-à-vis de l'âge que vous allez avoir. Donc je suis là, il y a comme un truc qui va pas du tout. Et j'espère vraiment que pour toutes les femmes, pour toutes les filles qui regardent cette vidéo, vous allez réussir à avoir ce même recul. Parce que je sais que là, vraiment, j'ai fêté mes 30 ans et je crois que je me suis jamais sentie aussi fraîche. J'ai vu des commentaires de mecs dire ouais, mais en fait, la réalité, c'est que t'étais vachement plus fraîche à tes 20 ans. C'est juste que maintenant t'as confiance. Et bah, au pire, c'est pas grave. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, vu que j'ai la confiance que j'avais pas à 20 ans, et bah, du coup, je me trouve actuellement beaucoup plus fraîche. Donc, j'ai envie de vous dire, enjoy. Une question que je trouve pas mal intéressante parce que forcément, je pense qu'on se projette tous dans notre vie et on s'imagine comment est-ce qu'on sera plus tard. On m'a demandé comment est-ce que j'imaginais ma vie à 30 ans quand j'étais ado. Et bah, aussi fou que ça puisse paraître, dans ma tête, je m'imaginais une vie en fait très classique dans le sens de, j'imaginais en fait une vie créée par la société. En toute honnêteté, quand j'avais 15 ans, je pensais que ma vie à 30 ans, je serais déjà mariée pour le coup, ce qui n'est pas encore le cas, même si c'est à la trentaine, donc voilà, mais en tout cas, j'étais persuadée que je serais mariée depuis bien avant mes 30 ans. J'étais persuadée que j'aurais déjà des enfants, ce qui est quand même assez ouf quand tu te dis que de base, je suis pas quelqu'un qui a grandi avec l'envie profonde d'avoir des enfants, mais pourtant, quand j'étais ado, je me disais, non mais 27 ans, tu seras maman. C'est sûr, 27 ans, tu seras maman. Donc c'est assez paradoxal de se dire, tu ne grandis pas avec ce désir, mais pourtant, parce que la société t'apprend que, bah tu te dis, ouais, en fait, ce sera comme ça. À 27 ans, je serai maman. Et donc vraiment dans ma tête, 27 ans, maman, mariée. Le seul truc dont j'étais sûre, ne me demandez pas pourquoi, mais ça c'est un truc dont je suis sûre depuis que j'ai 3 ans. C'est trop bizarre. J'ai toujours dit et j'ai toujours tenu le discours de je serai mon propre patron. C'est le seul truc, sans même savoir dans quel domaine, dans quel métier, dans quel machin, j'étais vraiment du plus jeune âge dans la dynamique de je n'aurais pas de patron. J'entendais mes parents quand ils rentraient du travail se plaindre de leur patron et avoir des moments pas toujours faciles au travail, un peu compliqués et tout. Et je me disais, bah, moi, ce sera pas pareil. J'aurais personne qui me dira ce que je dois faire, qui me dictera mes trucs et tout machin. La réalité, les amis, ma mère, c'est mon agent. Et c'est ma mère qui me dicte ce que je dois faire. Donc finalement, c'est un peu comme si j'avais un patron. Autre question qui est un petit peu revenue, est-ce que ma vision de l'amitié a évolué? Oui, je pense que, est-ce que c'est lié vraiment à la vingtaine, la trentaine et tout? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je privilégie vraiment, mais ça, je pense que ça fait longtemps, la qualité de mes relations plus que la quantité. Au début de ma vingtaine, je pense que c'était quand même la quantité, même si tous les gens que j'avais autour de moi, c'était des personnes chouettes, mais il y avait beaucoup ce truc de quantité, ce besoin d'être entourée, de pas être seule. Sinon, je sais pas, j'avais l'impression que je le vivais mal. Si j'étais moins entourée, peut-être c'est qu'on m'aimait moins ou que j'étais moins importante. Enfin, j'avais un peu toute cette dynamique-là. Et en fait, arrivé à la trentaine, vraiment, je suis en mode, je veux des relations qui soient sincères, qui soient fidèles, qui soient fiables, qui soient qualitatives, qui m'apportent autant que j'apporte dans la relation. Un truc très important, et ça, c'est vraiment lié au métier que je fais,
effet, je veux des gens qui soient fiers d'être mes amis, tout comme je suis fière d'être les leurs, parce que je sais que c'est pas forcément facile d'être ami avec quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, d'être ami avec quelqu'un dont les gens derrière la caméra ont une image, et que des fois, quand nos amis, quand notre famille lisent plein de choses que des gens pensent de nous, plus ou moins positives ou négatives, ils peuvent se dire ah waouh, et puis d'un coup même dans leur tête ça peut purée, mais attends, tout le monde dit ça, mais peut-être que. Et en fait, moi ce que je veux, c'est des gens qui comme ils me connaissent dans la vraie vie, ils me connaissent depuis longtemps, ils savent qui est Justine dans la vraie vie, ils soient fiers en fait d'être dans mon entourage, tout comme moi je suis fière d'être dans le leur. Je crois que ça c'est un des trucs vraiment hyper important de ces dernières années. Grosse question, parce que ça vraiment les amis, là il y a un sujet, je crois que c'est même celle qui m'a été posée le plus avant la pression sociétale, c'est les changements physiques et tout ce qui est lié en fait au sport et la pratique du sport quand on a 30 ans. Franchement, alors peut-être que je me rends pas compte, mais j'ai pas du tout l'impression qu'avec le passage à la trentaine, je récupère moins bien, ou je suis plus fatiguée, ou j'ai mes performances qui ont diminué, mes capacités et tout. Franchement, actuellement, je ne ressens rien de tout ça. Peut-être que le bilan ne sera pas le même arrivé à la quarantaine, mais là vraiment à mes 30 ans, non, franchement, je ressens pas de changement à ce niveau-là. Après, dans tous les cas, liés à des soucis de santé que j'ai, des blessures, etc., j'ai dû adapter ma pratique physique et adapter des choses, mais parce que c'est lié à des choses qui ne sont même pas propres à ma trentaine. Je veux dire, c'est pas j'ai 30 ans, j'ai plus mal au dos qu'avant. C'est vraiment des soucis de santé qui sont bien particuliers et qui peuvent arriver n'importe quand. Donc ça a pu entacher, on va dire, ma pratique du sport, ma récupération, etc., ou engendrer des changements sur mon physique. Typiquement, je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques qu'on m'a décelé récemment, mais en fait, ça fait bien longtemps que c'est là. On en parlera peut-être un jour dans une vidéo à part entière, ça pourrait être intéressant, peut-être même avec des professionnels, pourquoi pas. Ça, typiquement, alors, je vais pas me plaindre de mon poids, ce n'est pas le but du tout, mais avec ce syndrome, j'ai pris peut-être 6-7 kilos. Et donc, par rapport à mon poids de forme de base, j'ai pris du poids. Donc, forcément, ça a été un moment qui a été quand même compliqué parce que je me trouvais moins sèche, plus flotteuse, etc., en mangeant toujours pareil, en ayant toujours la même activité physique, sportive et tout. Donc, ça a été un moment un peu compliqué. En tout cas, vraiment propre à l'âge, j'ai pas senti de changement. J'ai vraiment pas l'impression de m'être pris un bus parce que j'avais passé la trentaine et que du coup, mes entraînements n'étaient plus du tout les mêmes qu'avant. Donc, je sais pas s'il y a des témoignages au sein de vous, là, qui regardez la vidéo, mais si vous avez des témoignages à nous partager, si vous avez plus de la trentaine et que vous avez senti des différences, franchement, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à interagir entre vous. La bienveillance et de rigueur, les amis, vous le savez, parce que franchement, je suis hyper curieuse. Les amis, question très cliché. Est-ce que c'est fini les soirées quand on a 30 ans? Pas du tout, évidemment. Et pour preuve, la soirée de mes 30 ans où je me suis donnée, puisque j'adore danser, j'adore faire la fête. Le seul truc qui est un peu vrai, et ça pour le coup, je m'en suis rendu compte, c'est que quand j'étais plus jeune, je buvais un petit peu plus. J'ai jamais été une grosse buveuse d'alcool, mais je buvais un petit peu plus en soirée. Et il me fallait quelques verres avant de commencer à être un peu pompette et potentiellement d'avoir une gueule de bois le lendemain. Par contre, grosse victoire, et là je pense que je mérite une couronne sur la tête, je n'ai jamais vomi. Je n'ai jamais vomi, même dans mes soirées les plus folles de la fin de la dizaine, parce que on parle bien de 17, 18, 19 ans, et du début de la vingtaine, donc franchement, je suis plutôt fière de moi sur ce coup-là. Voilà, j'avais pas des grosses gueules de bois le lendemain et tout. Là, le lendemain de ma soirée de 30 ans, les amis, j'ai bu 2 verres. Et alors 2 verres, même pas d'alcool fort, j'ai bu du champagne et du vin. Mais le lendemain, mais déjà ma voix, je vous laisse écouter ma voix. Coucou les filles, ce petit vocal pour vous laisser entendre ma douce voix de ce dimanche, qui signifie, je pense, que j'ai passé une très bonne soirée. Monique, 60 ans, fumeuse depuis 30 ans. Bisous à toutes les Moniques, les amis. Non, vraiment, ma voix catastrophique. Le lendemain, j'étais éclatée au possible. Et là, je me suis dit, alors autant le sport, vraiment la récupération, ça se passe très bien. Autant les soirées, visiblement, la récupération n'est plus du tout la même. Certains me demandent, est-ce que je suis nostalgique de la vingtaine? Je suis quelqu'un de nostalgique de façon générale. Donc, je pense pas que ce soit le passage à la trentaine qui fasse que je suis plus ou moins nostalgique. C'est que, en général, je suis quelqu'un de très nostalgique sur beaucoup de choses que je vis. J'ai souvent tendance à me remémorer des choses, à me rappeler le passé, à me dire, oh, qu'est-ce que c'était bien, etc. J'ai un peu ce truc-là. Du coup, il va falloir que je fasse gaffe parce que à tout moment, je deviens une boomer. Tu sais, le genre de personne qui te dit, c'était vachement mieux avant. Et j'espère vraiment pas, je vais faire un travail là-dessus. Promis, les gars. Donc, oui, j'ai tendance à me dire, j'aurais aimé vivre cette partie de ma vie plus longtemps. J'aurais aimé faire ça plus longtemps. J'aurais aimé. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille aussi parce que je pense qu'en fait, c'est pas sain. C'est bien de se remémorer des choses, c'est bien d'avoir des souvenirs et de les chérir. De là à se dire, j'aimerais absolument y retourner. Je suis pas sûre que ce soit top pour les années qui arrivent parce que du coup, tu vis avec le manque de quelque chose en ayant du mal à vivre pleinement ce qui t'arrive. Donc ouais, moi je sais que c'est un travail que je fais pour vivre beaucoup plus dans le présent et moins dans oh c'était bien ça, oh c'était bien ça. Surtout que du coup, là à l'heure actuelle par exemple, je peux penser à des choses d'il y a 4 ans. Mais il y a 4 ans, je pensais à des choses d'il y a 5 ans en avant et ainsi de suite. Et du coup, ça fait que tu profites pas vraiment à l'instant T de ce qui se passe
et c'est tellement important. Prochaine question. Qu'en est-il de l'intimité quand on a 30 ans? Bah franchement, les amis, je pense que l'intimité, elle dépend pas de l'âge. Peut-être que s'il y a des personnes de 80 ans qui regardent cette vidéo, ils vont tenir un autre discours et je serais très curieuse de lire ces personnes. Mais en dehors de ça, je pense que l'intimité ne dépend pas que de l'âge. Je pense qu'elle dépend aussi du couple ou pas, ou des relations, du rapport qu'on a à soi-même, beaucoup, du rapport qu'on a avec les autres, du couple qui se forme en général, que ce soit un couple entre un homme, une femme, deux hommes, etc. Je pense que ça dépend de tellement de critères. Ça dépend aussi depuis combien de temps on est en couple, si on est en couple. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je pense par contre peut-être que oui, passé un certain âge, on est plus libéré, je dirais, peut-être dans sa sexualité. On est à la fois plus libéré, en même temps, on ne s'oblige peut-être plus à faire des choses. Je me revois, je vais être très crue avec vous, hein, je me revois plus jeune, m'obliger à, mais de moi-même, pas imposer, à faire certaines positions sexuelles parce que je pensais que c'était cool de les faire ou parce que je pensais qu'il fallait les faire pour avoir un rapport sexuel chouette, pour prendre du plaisir ou quoi. Et en fait, arrivé proche de la trentaine et à la trentaine maintenant, et aussi grâce à mon couple en fait tout simplement, j'ai compris à un moment donné que non, en fait, tu ne vas pas faire ça juste parce que soi-disant tu penses que ça fait stylé ou qu'il faut le faire ou que ça fait partie d'un rapport. C'est à la fois lié à mon âge, mais c'est aussi vachement lié à la personne qui partage votre vie. C'est-à-dire que typiquement moi avec Thibaut, on n'a pas du tout de tabou là-dessus. On parle de tout et Thibaut, d'un point de vue sexualité, c'est quelqu'un qui est très attentif à moi, mes besoins, mes désirs, etc. Quelqu'un qui pense d'ailleurs même beaucoup plus à moi dans le rapport intime qu'à lui. Donc c'est hyper déstabilisant déjà parce que c'est pas forcément l'habitude que j'ai eu plus jeune. Mais du coup, c'est ce qui m'a permis aussi d'évoluer sur beaucoup de choses. Et c'est ce qui m'a permis aussi, en plus de l'âge, d'évoluer sur en fait, ça je suis pas obligée de le faire. Ça, si ça me gêne, j'ai pas envie. Si ça me gêne autant d'un point de vue je suis pas trop sûre de moi, ou d'un point de vue ça me gêne physiquement, je suis pas obligée. Et en fait, ça, je pense que c'est vraiment une question et d'âge et de relation et de discussion au sein du couple. Je pense que c'est un tout, vraiment. Et ce que je trouve chouette aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de comptes sur Instagram maintenant qui parlent de ça auprès de personnes plus ou moins jeunes pour montrer à quel point la sexualité ça peut être vaste et c'est tellement plus que, comme on disait, uniquement de la pénétration ou les quelques positions qu'on pense être hyper cool et faut les faire. Et encore une fois, c'est parce que c'est à la fois la trentaine et à la fois le fait d'avoir une relation hyper saine à la sexualité au sein de mon couple, et ça c'est hyper important. Et bien les amis, ma foi, je pense que cette vidéo sur la trentaine qui a ratissé quand même beaucoup plus large que la trentaine est terminée. Je vous invite à interagir de façon bienveillante dans les commentaires. Je suis très contente de vous avoir retrouvé pour ce format de vidéo YouTube. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.